Alors, dans cette vidéo, on passe au colloque scientifique. On a Mireille Rodi et Thierry Joffre qui vont d'abord nous dire un petit peu, pour qu'on puisse situer les choses, qui ils sont. Alors Mireille Rodi, je suis professeure à la Haute École Pédagogique et j'ai un doctorat en logopédie. Et Thierry Joffre, je suis didacticien du français, responsable de l'unité de recherche en didactique des langues à la HEP Fribourg. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la logopédie? La logopédie, en fait, c'est une discipline qui s'occupe des troubles du langage oral et écrit chez les enfants. Oral, écrit, et communication chez les enfants et les adultes. Mais moi, je suis plutôt spécialisée dans les troubles du langage chez l'enfant. Alors, on aurait dit orthophonie de l'autre côté de la frontière. Ok, merci pour cette précision. Parfait. J'ai assisté à pratiquement toutes vos présentations de ce matin. Une première chose par laquelle j'aurais envie de rentrer, qui m'a intrigué, quand vous avez dit vous avez fait un espèce d'état de l'art autour du numérique et de l'enseignement disciplinaire, de la didactique du français, de l'enseignement du français, l'enseignement apprentissage, et qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à disposition. Oui, donc je vais peut-être commencer par dire qu'à la HEP Fribourg, on a inauguré le centre de recherche sur l'enseignement-apprentissage par les technologies numériques en septembre. Et donc on essaye d'être à l'interface entre le numérique et la didactique des langues. Mais en fait, on est plutôt sur la didactique de la langue de scolarisation. Donc le français en classe utilisé pour des élèves francophones, des élèves allophones qui sont arrivés et qui apprennent le français comme une langue 2 ou une langue 3, et puis les élèves qui sont scolarisés en classe ordinaire mais qui ont des troubles du développement du langage et qui donc ont besoin eux aussi d'adaptation, d'une réflexion différente. Donc avec la didactique travaille sur ces différentes questions et le numérique est un moyen potentiel d'apporter des solutions. Donc peu de recherches qui existent pour le moment. Oui, je n'ai pas répondu à la question initiale. Oui, alors quand on fait une recherche sur la littérature francophone, sur l'enseignement-apprentissage du français et le numérique, on trouve effectivement peu de littérature quand le français est considéré comme la langue 1 ou la langue de scolarisation, beaucoup plus pour une langue seconde ou une langue étrangère. Et on trouve essentiellement une littérature qui parle d'outils, qui propose leur utilisation, mais qui ne va pas tester sur le terrain, dans les classes, l'effet sur les élèves et potentiellement l'effet sur la pratique enseignante. Donc on est toujours sur, oui, il existe des solutions numériques, mais on ne sait pas quel est leur potentiel pour les élèves. Alors, d'où par exemple votre recherche autour d'un outil numérique qui est l'orthodyssée des grammes. Alors avant de parler des potentiels effets, c'est quoi l'orthodyssée des grammes? Alors l'orthodyssée des grammes, c'est une application numérique qui propose en fait aux enfants un travail sur la morphographie du pluriel. Donc en fait les enfants ont à disposition des phrases qu'ils doivent évaluer et reconstruire en justifiant leur choix. Alors, pour donner un exemple, tout à l'heure, ce que j'ai vu, ça fonctionne par des petites tirettes. Et les enfants mangeant, enfin il y a une petite tirette et ils doivent choisir le bon accord. Sauf que si c'est pas le bon accord, c'est rouge. C'est ça, ils perdent 10 points. Mais ils ne savent pas où est le problème. Donc il peut y avoir 2 tirettes, 3 tirettes, 5, 10 tirettes selon le niveau scolaire, le niveau orthographique de l'élève. Et en agissant, il peut construire différentes phrases. Et donc, à chaque fois que c'est rouge, il sait qu'il y a un problème, mais à la limite, il ne sait pas s'il y en a un ou plusieurs, et il ne sait pas où c'est. Donc là, se met en place normalement une réflexion pour essayer d'analyser les différents mots et trouver à quel endroit l'accord est rompu, la chaîne d'accords est rompue. Et donc, comment agir sur la tirette pour aller sélectionner la bonne forme du mot qui permet d'avoir une phrase grammaticalement correcte. Et là derrière si on peut dire, l'impact que vous essayez de voir aussi, il me semble, c'est qu'est-ce que ça amène comme étayage chez l'enseignant, qu'est-ce que ça amène, vers quoi ça pousse à la verbalisation chez l'élève. Vous donniez un exemple, là, vous disiez « Ah bah oui, il y a plusieurs voitures, donc c'est le ENT, je me rappelle du ENT du présent ». C'est ça l'idée aussi, c'est de ne pas juste voir que cet outil soit utilisé en indépendance, c'est qu'est-ce que ça crée dans les interactions avec l'enseignant. Disons qu'en fait, si l'enfant l'utilise tout seul, il ne va pas forcément justifier ses choix, il risque de fonctionner en tâtonnant. Or, si on a un adulte à côté, il va lui demander « mais pourquoi tu fais ce choix-là ?» même si la phrase est correcte. Donc c'est une logique finalement qui va au-delà du juste ou faux, mais plutôt qui va dans le raisonnement métalinguistique et la justification des choix orthographiques. Et votre recherche, elle montre quoi alors? Ça fonctionne?
Alors pour le moment, on est au début, donc on essaye de catégoriser les différents étayages de l'adulte, donc en l'occurrence logopédiste pour le moment. Et puis on va regarder aussi, c'est la prochaine étape, comment évoluent les verbalisations. Alors on parle de verbalisation métagraphique, donc comment l'élève explique ce qu'il a choisi, pourquoi il l'a choisi, comment éventuellement il corrige. Donc est-ce qu'au fil des 10 séances enregistrées, on voit une évolution de ce que dit l'élève et de son raisonnement? Ça, comme Mireille le disait tout à l'heure, on le voit parce que le niveau des phrases augmente et les réflexions métalinguistiques sont déclenchées sans forcément demande de l'adulte. Et la question après, c'est est-ce qu'on peut transposer ça en classe ? Est-ce qu'on peut imaginer un enseignant avec un petit groupe d'élèves, des élèves qui ont besoin d'approfondir ou des élèves qui ont besoin par exemple d'aller plus loin? Est-ce que l'enseignant face à 4 ou 5 élèves peut avoir le même type d'interaction en direct sur des raisonnements métalinguistiques et avoir un étayage? Et puis je rajoute que si à un moment donné les interactions se passent entre élèves, j'arrive à ce qu'on appelle la négociation graphique, quelque chose qu'on cherche dans différents dispositifs. Il y a la phrase dictée du jour, la phrase donnée du jour, il y a les tweetés, mais c'est toujours cette interaction de raisonnement et cette négociation. Si on prend un peu de champ, à la fin de votre présentation, vous donniez 3 grands axes, il me semble, sur ce qu'il faudrait, entre guillemets, que la recherche étudie pour mieux comprendre ces impacts autour du numérique éducatif. Vous pouvez en dire quelques mots ? Sur les aspects métalinguistiques notamment, c'est effectivement l'objectif qu'on a eu en mettant en place cette recherche sur l'orthodicédégramme. Sur les autres aspects, je pense que tu as plus d'informations que moi. Bon, un autre aspect, c'est mesurer un effet d'une ressource numérique sur les apprentissages. Donc les ressources numériques, on a besoin de les développer, mais on a besoin aussi de vérifier qu'il se passe quelque chose. Je dirais, la question, c'est pas de savoir si c'est mieux que la classe ordinaire ou moins bien. La question, c'est est-ce que je peux avoir des ressources numériques qui permettent aux élèves de travailler seuls ou éventuellement en groupe et d'avoir des apprentissages. Aussi parce que ça veut dire qu'il y a de l'autonomie face à l'écran et que l'enseignant peut être ailleurs, peut faire de la différenciation dans sa classe. Le cran suivant, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. Donc chaque élève est sur l'ordinateur et ce qu'il fait s'adapte en continu à ses compétences, à son profil d'apprenant. Et donc, je pourrais avoir 10 élèves en train de travailler sur la même plateforme, éventuellement sur le même objectif, mais 10 élèves qui avancent de manière indépendante, avec certains qui vont très loin et d'autres qui, à un moment donné, sont arrêtés dans leur parcours pour amener de la remédiation. Et pas n'importe quelle remédiation, mais une remédiation calculée par la plateforme, en fait, par l'adaptive learning. Tu veux dire quelque chose ? J'ai rien à ajouter. Alors, j'ai enlevé ma casquette d'intervieweur et je vois les paroles de Mireille et de Thierry. Alors, est-ce que, évidemment, là, je pense que parmi ceux qui écoutent, qui sont friands de ce sujet, est-ce qu'on peut retrouver certains articles de recherche ou vos travaux en cours quelque part sur les réseaux ? Alors, c'est en cours, justement. Alors, on est prêt pour un prochain colloque à Paris qui va se dérouler au début juin, où on va présenter aussi l'application et un article sera issu en fait de notre présentation. Et on est en train d'écrire un article pour la revue Repères, donc de l'IFE, voilà la fameuse, qu'on doit terminer très vite. Mais voilà, donc pour le colloque EIH début juin à Paris, on est plutôt du côté étayage par l'adulte, et pour l'article dans Repères, on est plutôt du côté évolution des justifications de l'élève. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec une étude de cas en fait sur 10 séances? J'ai envie de dire juste un grand merci à tous les deux pour cette capsule passionnante. Merci. Merci.